Angular, ça évolue vite, une version tous les 6 mois. Le code des entreprises, il évolue moins vite. Donc le but, c'est pas forcément de courir derrière toutes les nouveautés d'Angular et de toujours vouloir être à jour à tout prix. Le but, ça reste quand même de être au courant de où en est le standard, où en est la communauté Angular aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle promet un petit peu cette nouvelle version d'Angular et ces nouvelles méthodes, ces nouvelles manières de faire Angular. Comparez ça à où en est votre entreprise aujourd'hui. Et si votre entreprise, vous sentez qu'elle est trop en retard, qu'elle a trop de choses à rattraper et que les nouvelles versions, les nouvelles manières de faire, elles ont énormément d'avantages, que ça vous coûte beaucoup en gros de rester en arrière aujourd'hui où vous en êtes, ben, le but c'est de vous moderniser petit à petit avec les bonnes méthodes, avec simplement à moindre coût, essayer de rattraper votre retard pour aller chercher ces avantages des nouvelles versions et des nouvelles méthodes en y passant le moins de coûts possible, bien évidemment. Donc moi, le but de ma vidéo aujourd'hui, ça va être de vous présenter un petit peu les différentes architectures. On va se concentrer sur l'architecture et je vais vous montrer un petit peu les différentes architectures que les équipes ont adoptées au fil d'Angular. Ça fait 10 ans qu'Angular est là aujourd'hui. Et de vous présenter la nouvelle manière de faire, la nouvelle architecture un petit peu qui a émergé comme un peu le grand gagnant. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, sinon ça ferait des vidéos de 15 plombes. Je vais pas non plus prétendre que l'architecture que je vous présente aujourd'hui comme le nouveau standard, c'est une architecture magique. Évidemment que ça dépend des projets, mais l'architecture que je vais vous présenter, c'est une architecture qui vaut pour allez, 9 projets sur 10. Si vous n'avez pas de grosses contraintes d'architecture, on va dire, ça va être l'architecture par défaut sur laquelle vous devriez vous diriger. D'ailleurs, je vais pas vous donner une architecture trop contraignante ou trop précise, mais plutôt des guidelines un peu générales, des guidelines un peu générales que vous pouvez suivre comme un principe pour rester cohérent et pour rester pertinent pour la plupart d'entre vous. Alors, Angular est arrivé en 2016. Moi, j'ai rejoint l'aventure Angular en 2018, quand Angular était encore en version 5. Et je sais à peu près ce qu'on disait à l'époque. Donc, Angular, en version 5, on en était pas mal à, OK, comment est-ce qu'on fait pour organiser nos projets? Donc, on avait des composants, voilà, et on essayait d'apprendre le framework. Toute la communauté découvrait quand même pas mal le framework. On a l'habitude d'AngularJS, mais... Et donc, on se demandait comment on fait pour faire communiquer nos composants. Donc, il y avait cette histoire de composants parents, composants enfants, les input-output pour communiquer, et la projection de contenu. On essayait de voir tout ça. Et il y avait cette espèce de vision du OK, mes composants parents-enfants, ils peuvent se parler. Mon problème, c'est que des fois, j'ai des données qui sont à partager entre plusieurs composants qui sont pas forcément tous parents et enfants les uns des autres. Et donc, comment est-ce que je fais pour parler à mes composants, les composants frères, on va dire, les composants qui sont pas ni enfants ni parents? Et on avait déjà à l'époque l'intuition qu'il fallait passer par un service. Donc on se servait des services singletons pour passer des données d'un composant à un autre. Okay, pour partager de la donnée entre les composants, on la mutualisait cette donnée dans un service, et ce service, on donnait l'instance du service à différents composants qui avaient du coup accès à la même donnée, et on partageait tout comme ça. Donc, si vous avez démarré un projet à cette époque, il y a des grandes chances que vous ayez des composants à tout faire, on va dire. Vous avez des composants qui sont chefs d'orchestre de tout, des services qui sont là. Alors, vous avez toujours les services HTTP et des services qui vous servent à partager des données. Mais dans ce genre d'architecture qu'on démarrait à l'époque, les composants, ils étaient vraiment très puissants. Ils avaient beaucoup de responsabilités. C'était eux qui étaient responsables de faire circuler la donnée, d'aller la donner à votre service pour qu'il la mémorise, d'aller la chercher dans un service quand le but c'était de la récupérer. Et du coup, c'est ce que j'appelle l'architecture God Component. Vos composants font tout. Ils lancent des appels HTTP, ils écrivent dans des services, ils communiquent avec d'autres composants, ils s'orchestrent, ils se désinstancient les uns les autres. Et ça, c'est l'architecture God Component. Donc, on va l'appeler comme ça.
Le problème de cette architecture, c'est que, alors l'avantage de cette architecture, c'est que c'est très intuitif. Vous codez des composants, le composant c'est l'élément visuel. Dans l'élément visuel, vous mettez tout ce dont vous avez besoin, y compris d'aller chercher la donnée qu'il lui faut. Donc, si on devait tracer un graphe avec la complexité et le temps passé à développer une feature, ça c'est le temps qu'il vous faut pour développer, ça c'est la complexité du projet. Le début est très très simple. Vous faites un composant, il est responsable de tout. Le problème de ça, c'est que vous n'avez pas de structure en fait. Vos composants, ils arrivent au fur et à mesure et il y a des problèmes qui se posent au fur et à mesure. Par exemple, si ce composant, il a besoin de récupérer la même donnée que ce composant, bon, bah, est-ce que lequel c'est qui lance l'appel HTTP du coup? Il y a des problèmes comme ça qui commencent à se poser. Et du coup, on commence à faire des spaghettis au fur et à mesure qu'on a des cas compliqués comme ça. Et donc, on va dire que c'est vraiment quelque chose qui va grandir comme ça. Plus vous avez de la complexité, plus vous allez mettre énormément de temps pour coder une feature, plus votre projet grandit, plus ça va faire des gros spaghettis qui sont difficiles à maintenir. C'est aussi très difficile de faire des tests sur ce genre d'architecture. Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'espère que vous êtes tous convaincus que c'est pas la bonne manière de faire et que en fait, si vous avez fait comme ça, je pense que vous avez même déjà le sentiment que votre projet il est complètement sous l'eau si vous l'avez démarré à un moment. Vous avez déjà le sentiment que vous êtes en train de maintenir du legacy. Vous avez déjà le sentiment que c'est très désagréable de travailler sur ce genre de projet et que rajouter une feature, ça vous demande régulièrement de faire juste un refacto juste pour pouvoir faire une feature et vous êtes régulièrement bloqué ou frustré de travailler sur ce genre de projet. Donc ensuite, on a vu un autre type d'architecture qui est arrivé, qui voulait plus essayer de séparer la logique du composant. Donc on l'entendait beaucoup, les composants c'est pour la logique graphique, visuelle, et les services doivent gérer toute la logique non graphique, la logique métier, on pouvait dire, ou la logique d'infrastructure. Et dans ces cas-là, bah, vous aviez potentiellement simplement envie de faire la même chose qu'au-dessus, composants et des services. Simplement, dans les services, vous commenciez vous n'avez plus des God components, code. Vous n'aviez plus des God components qui font tout. Vous avez des composants qui contactent des services pour réaliser des actions. Vous avez toujours vos composants qui s'architecturent en enfants, parents, mais vous contactez les services pour réaliser les actions. Okay, donc l'intention est très 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 bonne. Il y avait juste un problème, c'est que dans les équipes qui faisaient ça, encore une fois, je parle d'historique, hein, il n'y avait pas de notion de state management, il n'y avait pas de notion de mémoire des données, et il y avait surtout une histoire de déléguer, de créer une couche infrastructure. Et ça, c'était une très bonne intuition. Depuis, on a gardé cette vision-là. Les composants sont vraiment responsables de la partie visuelle et l'infrastructure, le domaine, on va appeler ça, est plus responsable de faire toutes les actions métiers, les actions d'infrastructure. En parallèle de tout ça qui est en train de se développer dans la tête des développeurs Angular qui prennent en main le framework, il y a des entreprises qui avaient déjà des gros besoins de scaler. Et donc dès le début d'Angular, hein, même 2016, peut-être aller 2017-2018, il y a déjà des entreprises, des grosses entreprises qui ont eu envie d'adopter ce framework. Et pendant que la plupart des entreprises se concentraient à essayer d'expérimenter dans leurs architectures en interne, les grosses entreprises, elles ont commencé à vouloir chercher des solutions qui scalent tout de suite, puisque là, faire des essais comme ça de composants, services pour partager des données, créer une couche infrastructure, etc., ça va bien quand votre projet va pas scaler à des millions d'utilisateurs, à des milliers d'utilisateurs très vite. Mais si jamais vous savez que votre projet il va devenir très gros très vite, vous voulez des solutions qui ont déjà été éprouvées sur le marché. Donc, les entreprises, elles sont allées chercher la réponse chez React. Et elles ont vu que chez React, qui était là depuis 2 ans de plus, on utilisait le pattern Redux. Alors Redux, qu'est-ce que ça a donné? En gros,
le Redux, vous aviez un composant chef d'orchestre, ok, qui parlait à des enfants, communication enfant-parent. On avait toujours cette notion-là. Mais ce qui était nouveau avec Redux, c'est que on avait du state management, c'est-à-dire que on reprend un peu ici la partie infrastructure, mais on va la structurer d'une certaine manière. Et l'idée de Redux, c'était que dans cette partie infrastructure, on avait un store global. Store. Donc le but, c'était de faire un gros système, une grosse machine à état, où vous aviez du coup un état, je vais le noter ST pour state, vous aviez un état global qui représentait l'état de votre application, de toute votre application. Donc ça pouvait être dans l'état, vous pouvez enregistrer l'utilisateur a cliqué ici, le serveur m'a renvoyé telle donnée, le serveur m'a renvoyé telle donnée sur tel autre objet métier. Et vous enregistrez en gros toutes les interactions de l'utilisateur que vous devez mémoriser et toutes les réponses serveurs que vous voulez enregistrer aussi. Et à partir de tout ce que a fait l'utilisateur et tout ce que vous a répondu votre serveur, eh ben vous pouvez déterminer dans quel état vont être votre composant, quel va être l'état de votre vue, qu'est-ce qu'il va voir votre utilisateur et qu'est-ce qu'il va avoir le droit de faire en fonction de l'état global. Et donc là, le chef d'orchestre, comme je vous ai dit, c'était le composant. Donc, il y en a qui s'organisaient en smart component, dumb component pour qu'il n'y ait que le composant parent qui soit chef d'orchestre. D'autres qui s'embêtaient pas à faire ça. Chaque composant était un petit peu maître de ce qu'il décidait d'envoyer. Mais ce chef d'orchestre, il n'avait pas non plus toutes les responsabilités, puisqu'il y avait cette grosse machine à état côté infrastructure, où vous pouviez lui dire, vous pouvez lui envoyer des événements ou des commandes du type l'utilisateur a cliqué sur ce bouton, ou alors je veux charger la liste d'objets. Ok, donc le composant il envoie des événements et la grosse machine à état qu'est Redux prenait cet événement, allait voir l'état global, déterminait avec des reducers quel est le nouvel état qu'on voulait en réponse à cet événement à partir de l'état qu'on avait. Il pouvait y avoir des effets de bord aussi, on pouvait décider que cet événement il nécessitait qu'on aille chercher des données dans un serveur ou dans une API. Et en gros, la partie infrastructure se gérait un petit peu d'elle-même. Le composant envoyait des événements et notre grosse machine à état global se mettait à jour en fonction de tout ça. Ça a eu l'avantage de scaler, ça rend le scale très faisable, on va dire. Ça rend le scale très envisageable. Pourquoi? Parce que tout est idéalement découpé. Ici, vous avez un gros découplage entre l'infrastructure et les composants parce que c'est des événements qui sont envoyés et votre machine à état, votre store, lui, il utilisait tout un tas de bonnes pratiques. Vos reducers, c'était des fonctions pures, comment on appelle ça? Des fonctions immuables, des fonctions pures. C'est un mot à trouver. Stateless, voilà, c'était des fonctions pures. Donc c'était très facile à tester, très facile à débugger, c'est très découplé. Les reducers qui changent l'état, c'était ça. Vous aviez des effets de bord qui n'étaient pas purs, mais pareil, qui étaient spécialement isolés dans votre code qui servaient à ça. Vous aviez des sélecteurs qui vous permettaient de lire dans votre état global qui étaient des fonctions pures, etc., etc. Donc il y avait énormément de bonnes pratiques. L'organisation en événementiel pour découpler l'infrastructure des composants, et ensuite dans la machine à état, plein de petites briques qui étaient idéalement découplées les unes des autres et qui rendaient ça très testable, très scalable. Le problème qu'on reproche aujourd'hui à ce genre d'infrastructure, ce genre d'architecture, c'est que c'était très très lourd à mettre en place. Donc on va dire que si ici c'est votre complexité et ici c'est le temps de développer une feature, vous n'aviez pas une grosse ligne comme ça, avec la complexité qui monte dans tous les sens. Par contre, donc c'était plutôt plat, c'est en ça que je dis que ça scale. La complexité faisait monter que très peu le temps de développer une feature. Par contre, dès le début, du fait que vous aviez énormément de couches dans votre infrastructure et du fait que vous managez un gros store global, eh ben, vous avez quand même
cette notion de, enfin, tout va prendre du temps. Tout va prendre du temps. Pour développer la première feature, vous allez devoir coder un reducer, un selector, une action, un side effect, et, ça va prendre vite du temps. Il y avait quand même cette notion de ça se complexifie, je devrais peut-être plutôt le faire monter quand même, parce que comme votre store il est global, il y a quand même cette notion d'au bout d'un moment, si votre application elle grandit, vous avez des tonnes et des tonnes d'événements. L'événementiel aussi fait que c'était très difficile de garder vue sur ce qui se passe, puisque quand votre composant lance un événement, vous avez plusieurs states, donc plusieurs morceaux de votre store qui pouvaient réagir à cet événement. Donc vous lancez un événement et vous ne savez pas trop facilement s'il y a 1, 2, 3, 4 endroits de votre code qui vont réagir à ça. Et donc pour la plupart des équipes, c'était assez difficile de gérer cet aspect-là et de garder trace, de garder bien en tête qu'est-ce qui se passe quand on réagit à un événement qui est lancé. Donc il y a des équipes qui sont sorties pour scaler ça. C'était totalement faisable de scaler ça. C'était juste en gros une énorme complexité de mise en place, un temps de développement qui était vraiment pas négligeable. Et à certaines équipes pour qui cette complexité a tué le projet, certaines équipes qui ont vraiment eu du mal à se faire à ça. Aujourd'hui, on arrive à un paradigme qui est un peu différent, où on s'est rendu compte que toute cette complexité, ça venait du fait qu'on avait essayé de faire un état global de l'application. Donc l'état global de l'application, c'était parfait sur le papier. Dans les faits, comme j'ai dit, vu qu'on a plein d'événements qui vont lancer plein d'états, si votre application, qui vont changer plein d'états, si votre application est très grande, vous avez beaucoup de mal de tout maintenir parce que ça vous fait une grosse complexité, vous avez un gros état. Aujourd'hui, on va avoir plutôt ce qu'on va appeler des local state. Voilà. Et comme je vous disais, Redux c'est arrivé un peu avec les équipes qui voulaient scaler vite. À force, ça s'est propagé. Mais pendant ce temps, les équipes plus petites, on va dire, elles étaient en train d'explorer par elles-mêmes, la communauté explorait par elle-même les God Components, la séparation infrastructure-composants. Et il y en a qui sont arrivés à l'idée du local state par la force des choses, quoi, d'eux-mêmes, sans passer par Redux. D'autres qui sont passés par Redux et qui se sont dit, oulala, c'est quoi cette complexité? Mon store global, j'y comprends rien, je vais plutôt essayer d'arriver à faire quelque chose de plus local et de séparer. Donc il y a une idée en architecture, avant de vous parler de ça, c'est le découpage vertical. Au lieu de faire un store global ou une page single page application avec un moteur de rendu pour faire mes 150 pages dedans, on essaie plutôt de séparer une application en couche verticale, on va appeler ça. J'ai une page, j'essaye de l'isoler complètement d'une autre page, j'essaie de l'isoler complètement d'une autre page, que j'essaie d'isoler complètement d'une autre page. Et que ce soit un découpage en page ou en moitié de page ou en lot de pages, peu importe, on appelle ça un découpage vertical. Et le but, quand on découpe des verticales, c'est de couper notre application en plus petits morceaux qui vont être plus faciles à maintenir en eux-mêmes. Et donc le couplage, oui, entre différentes verticales doit être très faible. Très peu de couplage. Et si jamais on doit avoir quelque chose qui est global à plusieurs pages, ce qui est quand même très courant, on utilise un module qui est shared, un module partagé. Et donc, on peut se permettre d'être couplé vers ce module shared, mais très faiblement couplé entre verticales. Voilà. Et le but, c'est de ne pas avoir tout dans shared, sinon ça veut dire que nos verticales ont mal été choisies et on perd l'avantage d'avoir des petits morceaux d'application si on se retrouve avec un shared qui est immense et qui revient à faire du global. Okay, donc partie de là, le local state, donc ça on l'utilise dans le Redux aussi. On peut faire du découpage vertical au niveau des composants, il n'y a que le store qui lui était global. Local state, ça part de ça. On a nos verticales, on a nos pages, on va appeler ça des pages pour rester simple aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo. On a nos pages. Et au lieu d'avoir un store global immense, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit store par page.
J'ai mon store 1, mon store 2, mon store 3. Et donc là où avec Redux, vous auriez eu peut-être un User Interaction State qui faisait pour toutes les interactions utilisateurs de votre page. Vous auriez eu peut-être imaginons que vous gérez une to-do list, pour faire simple, vous auriez un to-do state, vous auriez eu un done state, enfin, peu importe, mais en gros, vous auriez eu un state par grosse famille d'objets métiers qui était global pour tout votre modèle unifié de toute votre application. Et bien ici, vous allez faire quelque chose de vachement plus facile et petit, c'est-à-dire tout ce qui concerne cette page-là, cette première verticale, vous mettez dans le state de cette verticale. Donc vous allez mettre voilà, les données qui sont dans le formulaire, on va faire F, les données qui sont dans le formulaire de cette page. Vous allez faire le contenu de l'input qui est dans cette page. Ici, vous allez mettre les données serveurs qui servent à remplir cette page. Toutes les interactions de l'utilisateur qui servent dans cette page, vous les mettez là. Et comme vous êtes limité à une page, eh ben, on compte sur le fait que même si vous avez tout mis dans un state, mélanger un petit peu les différentes fonctions du genre données de formulaire, interaction d'utilisateur, données serveurs, même si vous mettez tout ça dans un seul state, au final, le fait d'avoir coupé en vertical et de faire un state que de cette page, que de cette verticale, ça va quand même vous faire quelque chose de beaucoup plus petit que quelque chose qui est bien découpé par fonction, mais qui va être global. Donc, voilà, formulaire, input, données serveur, UI, et pour chaque verticale, vous avez un petit state qui est associé à cette verticale. Donc ici, ce serait P1, P2, P3, etc. Rien ne vous empêche en plus de surdécouper ça. Si dans votre verticale, vous avez envie de vraiment séparer les interactions utilisateurs, les données serveurs, etc., peu importe, vous pouvez très bien le faire au sein d'une verticale. Et donc, ça, il vous reste quand même un gros désavantage que vous aviez avec Redux que vous n'avez pas là, c'est des fois j'ai un state qui doit impacter plusieurs verticales. Je vais avoir potentiellement une donnée serveur, une action d'utilisateur qui doit impacter plusieurs pages ou plusieurs verticales de comment j'ai découpé. Le découpage n'est jamais parfait. On n'a jamais plusieurs applications parfaitement séparées. Des fois, on a des actions qui impactent plusieurs parties de l'application. Donc, dans ces cas-là, eh ben, vous avez ce qu'on appelle le shared state. Et le but, c'est de garder ce shared state le plus petit possible, tout comme votre verticale partagée, vous essayez de la garder la plus petite possible. Et donc, des fois, votre composant, il va demander à mettre à jour son état local et il va aussi des fois demander de mettre à jour l'état global, puisque l'état global, il va vouloir impacter plusieurs pages. Je l'ai mis sur les states. Voilà, il va vouloir impacter plusieurs pages. On va faire comme ça. Lui-même veut impacter plusieurs pages. Okay, donc dans 95% du temps, votre verticale communique avec le state local, donc le state qui est dédié à cette verticale, et de temps en temps, vous devez partager le state entre plusieurs pages. Donc pour ça, soit vous utilisez le routeur, qui est une forme de state en soi, qui vous permet de passer des données d'une page à l'autre, soit vous faites quelque chose d'un petit peu plus complexe et vous utilisez un state partagé. C'est plus masqué à l'utilisateur que dans le routeur et ça vous permet de faire des comportements un peu plus complexes que simplement ce que vous permet le routeur. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment là où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez voir que Angular, même NGRX, qui est du coup le papa, on va dire, de Redux pour Angular, la librairie la plus utilisée qui implémente Redux pour Angular, tout est en train de converger vers des states plus locaux. Et les signals qui sont dans Angular depuis pas très longtemps aussi viennent vers les states locaux. Si on reprend le temps de développer une feature avec la complexité,
et ben on retombe vachement plus bas. Si ici on était à, je sais pas, imaginons ça c'est 3 unités, ben là on est peut-être plus qu'à 2 unités, 1 unité et demie. Ça devient beaucoup plus léger, on n'a pas un store énorme et on a moins de couches de complexité qui sont là pour faire scaler un état global complexe. Donc vu qu'on a découpé ça en moins de couches et qu'on a juste un état qui est très léger, très facile à implémenter, puisqu'on a réduit sa taille en le réduisant à une verticale, le temps de développer une feature en début de projet sera moins long et ça reste très scalable. Le seul cas où ça va monter en complexité, eh ben, c'est si vous avez une page qui devient très grosse. Dans ce cas-là, vous n'allez pas y couper, ça va monter en complexité. Dans tous les cas, si vous avez une page que vous n'arrivez pas à découper en plus petites pages, et qu'à un moment vous avez beaucoup d'interactions, beaucoup de changements dans le même state, la même partie, voilà, ça revient en fait. Plus vous avez une partie qui grossit, et plus ça va être complexe. Donc on en arrive là. Et c'est pour ça que en fait, le nerf de la guerre dans le front, et c'est ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, c'est vraiment de couper des verticales. Votre but, c'est de couper votre application en plein de petits morceaux. Et là où la complexité commence vraiment, c'est quand vous avez des gros morceaux que vous n'arrivez pas à découper. Vous avez une grosse page qui fait 1000 choses, c'est là que c'est compliqué. Et donc le vrai nerf de la guerre en front, c'est de trouver dans votre conception de base des moyens de couper en vertical et de simplifier. Telle page est isolée de telle autre page, qui est isolée de telle autre page, ou alors tel lot de pages, si j'arrive pas à les isoler les unes des autres, eh ben, il faut qu'ils soient isolés de tel autre lot de pages. Votre but, c'est quand même de découper votre application. Vous avez certains types d'applications où tout est dans une page. Et dans ce cas-là, le but, ça va être d'essayer au sein d'une page, de couper des verticales et de dire, je découpe telle partie de l'application de telle partie de l'application. Et c'est vraiment ça qui a le plus gros impact sur votre capacité à scaler dans le temps et à garder de la vélocité. Ok, donc on en arrive là. Est-ce que je vais rajouter quelque chose pour vous? Les solutions pour implémenter ça, vous avez NGRX Signal Store qui est en train de se démarquer comme la nouvelle alternative des grosses entreprises. Vous pouvez faire un state custom avec des signals. Et sinon, vous pouvez faire un state custom avec des observables. Mais c'est pas trop la bonne idée en ce moment puisqu'on est en train de tout passer vers les signals qui vous permettent d'avoir moins de complexité de code et des meilleures performances que les observables. Vous pouvez garder en plus les observables ou transformer ça en observables pour les cas où les observables sont plus adaptés, vous avez plus d'asynchrone. Donc, les bonnes solutions du moment, c'est NGRX Signal Store, State, Custom Signals. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir un peu plus clair sur où est-ce qu'on en est, et vous a convaincu que les local stores, c'est là que vous devriez aller. Et du coup, essayez de garder en tête où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes à un moment où votre architecture elle a commencé à grandir énormément en complexité? Comment vous pouvez savoir si c'est le cas? Est-ce que vos développeurs, ils en ont marre? Est-ce que vous avez un turnover qui est élevé dans vos équipes, que les développeurs y partent parce qu'ils disent que c'est désagréable? Est-ce que vous avez des parties de votre application qui sont devenues legacy, qui sont devenues aucun développeur veut y toucher? Est-ce que vous avez une perte de vélocité significative? Alors, pour rajouter un bouton à tel endroit, une action qui paraît simple, et ben, il va vous falloir 1 semaine et demie, 2 semaines, 1 semaine, enfin, des durées qui vous paraissent pas cohérentes par rapport à ce que vous demandez à vos développeurs. Et dernier point qui vous permet de savoir si c'est la misère sur votre projet, s'il est temps d'envisager de moderniser quelque chose, c'est est-ce que vous avez énormément de bugs sur certaines parties de votre application. Partie de votre application, vous ne savez pas pourquoi, mais à chaque fois que quelqu'un va toucher quelque chose, vous avez des régressions. Ça, c'est un signal que vous avez perdu le contrôle sur cette partie-là de l'application et qu'il est peut-être temps de revenir faire quelque chose là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Un peu long, mais je pense qu'elle vaut le coup. Je vais peut-être essayer de la découper en plusieurs parties pour vous la distribuer de manière plus digeste. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. À plus.